Mireille Mathieu, née en 1946 à Avignon, transforme une voix unique en une carrière mondiale, vendant 200 millions de disques. Entre son hôtel particulier à Neuilly et la maison familiale provençale, elle incarne discipline, foi et paradoxe, faisant de son public sa famille, une icône intemporelle. À l'usine de papier de Montfavet, où elle commence à travailler à 14 ans, la vie est une toute autre épreuve. Le bourdonnement des machines emplit l'air, mêlé d'odeurs d'encre et de papier. Mireille plie, coupe et empile des feuilles, un travail monotone qui contraste avec ses rêves de musique. Ses collègues, des femmes au visage fatigué, la taquinent gentiment. « Chante-nous quelque chose, la petite », lance une ouvrière, Marie-Louise, lors d'une pause. Mireille, timidement, entonne « Milord » de Piaf. Et les rires laissent place à un silence admiratif. « Tu devrais être sur une scène, pas ici », lui dit Marie-Louise, posant une main sur son épaule. Ces mots, même simples, renforcent sa détermination. Chaque sou économisé est mis de côté pour la famille, mais Mireille garde un coin de son esprit pour la musique, répétant des chansons dans sa tête en pliant le papier. Les dimanches offrent une échappatoire. Avignon s'anime de concours de chant, organisés dans des salles des fêtes ou sur des places publiques ornées de guirlandes colorées. Mireille, désormais adolescente, s'inscrit avec enthousiasme. À 16 ans, en 1962, elle participe au concours annuel d'Avignon, montant sur une scène en bois sous les regards curieux des habitants. Vêtue d'une robe simple cousue par sa mère, elle chante « Non, je ne regrette rien » de Piaf. Sa voix, encore brute, émeut le public, mais les juges, pointilleux, lui reprochent un manque de technique. « Revenez l'année prochaine, mademoiselle », lui dit un juge, un sourire encourageant aux lèvres. Mireille, déçue mais déterminée, s'entraîne sans relâche, répétant dans la cour de l'immeuble ou dans la chambre qu'elle partage avec ses sœurs. Elle emprunte des disques à M. Dupont, étudie les inflexions de Piaf, et travaille sa respiration pour donner plus de puissance à sa voix. En 1963, elle retente sa chance. Cette fois, elle choisit l'hymne à l'amour, espérant captiver les juges. Mais le trac la submerge, et sa voix tremble sur les premières notes. Elle termine loin du podium, le cœur lourd. « J'ai cru que mon rêve s'arrêtait là », avouera-t-elle plus tard. Marcel Sophie, sentant sa détresse, la prend à part. « Tu as une flamme, Mireille. Ne la laisse pas s'éteindre », lui dit-elle, les mains posées sur ses épaules. Ces mots rallument son espoir. Pendant un an, Mireille se prépare avec une discipline nouvelle. Elle répète chaque soir, sous le regard attentif de Monique, qui devient sa première admiratrice. « Tu vas gagner, je le sais », lui dit sa sœur, les yeux brillants. L'année 1964 est un tournant. À 18 ans, Mireille se présente à nouveau au concours d'Avignon, déterminée à briller. Elle choisit « La vie en rose », une chanson qu'elle maîtrise désormais avec une intensité rare. Le soir du concours, la salle est comble, l'air chargé d'attente. Mireille, dans une robe bleu pâle cousue par Marcel Sophie, monte sur scène, le cœur battant. Lorsqu'elle commence à chanter, le silence s'installe. Sa voix, claire et puissante, emplit la salle, portant chaque mot avec une émotion brute. Le public, transporté, applaudit à tout rompre. Les juges, impressionnés, lui décernent le premier prix, un voyage à Paris et une audition pour Jeux de la chance, une émission télévisée nationale. « J'ai senti que ma vie allait changer », dira-t-elle, les yeux pétillants, des décennies plus tard. À Paris, Mireille découvre un monde nouveau, des boulevards animés, des cafés élégants, et une énergie artistique qui la galvanise. Lors de son audition pour Jeux de la chance, elle interprète une chanson de Piaf avec une assurance qui surprend les producteurs. « Cette fille a quelque chose de spécial », murmure l'un d'eux en coulisses. Sa performance, diffusée à la télévision, touche des milliers de téléspectateurs. Elle remporte l'émission, surpassant des concurrents aguerris, et gagne une invitation à se produire à l'Olympia. Ce moment, en 1965, est une consécration. Sous les feux des projecteurs, Mireille, à peine 19 ans, chante devant une salle comble. Sa voix, désormais affinée, transporte le public. En coulisses, un homme l'observe avec attention, Johnny Stark, un impresario légendaire. « Tu seras une étoile, Mireille », lui dit-il après le spectacle, ses yeux brillants d'ambition. Ce soir-là, un pacte se scelle, marquant le début d'une carrière qui conquérera le monde. Dans l'éclat doré de l'été provençal, le 22 juillet 1946, un cri résonne dans une maison modeste d'Avignon, une ville où les remparts médiévaux et le chant des cigales semblent murmurer des histoires d'une France intemporelle. Mireille Mathieu, première-née d'une fratrie de 14 enfants, entre dans un monde marqué par les cicatrices de l'après-guerre,
où la famille Mathieu tisse un fragile cocon d'amour et de résilience face aux privations. Son père, Roger, est tailleur de pierre, un homme robuste dont les mains calleuses donnent forme au calcaire pour bâtir des murs et nourrir des rêves. Sa mère, Marcelle Sophie, est le cœur battant du foyer, orchestrant la vie d'une famille nombreuse avec une énergie infatigable, malgré des ressources limitées. Ce chapitre plonge dans les premières années de Mireille, de son enfance dans un Avignon en reconstruction à ses premiers pas sur les scènes locales, jusqu'au moment décisif de 1964, où sa voix, forgée dans l'adversité, la propulse vers Paris et la gloire. La Maison des Mathieu, un logement social exigu niché dans le quartier populaire de la Croix des Oiseaux, est un lieu de chaleur humaine, malgré les murs fins qui laissent passer le froid de l'hiver et les bruits des voisins. Les 14 enfants se partagent des lits superposés, des couvertures rapiécées, et des repas frugaux, une soupe de légumes, parfois agrémentée d'un morceau de pain dur ou d'un rare bout de fromage. Les jours fastes, Marcelle Sophie prépare un gâteau simple, mélangeant farine, sucre, et un œuf précieux économisé pendant des semaines. Mireille, en tant qu'aînée, apprend tôt à aider sa mère, pliant le linge, surveillant ses jeunes frères et sœurs, ou frottant le sol avec un chiffon usé. On n'avait pas grand-chose, mais on était ensemble, dira-t-elle des années plus tard, un sourire teinté de nostalgie illuminant son visage. Roger, rentrant des chantiers, partage des histoires de son travail, décrivant avec fierté les pierres qu'il a taillées pour une église ou un pont. Ces récits, racontés autour d'une table en bois bancal, captivent Mireille, qui admire la force tranquille de son père. La musique devient rapidement son refuge. Un voisin, Monsieur Dupont, prête parfois à la famille un vieux gramophone, un trésor rare dans l'Avignon d'après-guerre. Les soirs où l'électricité ne vacille pas, Marcelle Sophie met un disque d'Édith Piaf, et la voix rauque de La Môme emplit la petite pièce. Mireille, à peine 5 ans, s'assoit en tailleur sur le sol, les yeux brillants, absorbant chaque note. Un jour, je chanterai comme elle, murmure-t-elle à sa sœur Monique, qui, du haut de ses 3 ans, hoche la tête sans comprendre. Un soir d'hiver 1952, alors que la famille partage une soupe fumante, Mireille, âgée de 6 ans, grimpe sur une chaise et entonne « La vie en rose ». Sa voix fluette, mais déjà vibrante, fait taire les bavardages. Roger pose sa cuillère, ému. « Ma petite, tu as un don », dit-il, la voix tremblante. Marcelle Sophie, les larmes aux yeux, ajoute « Continue, Mireille. La musique, c'est ton chemin ». Ces mots s'ancrent dans son cœur, plantant les graines d'un rêve qui la portera loin. L'école, cependant, est un terrain semé d'embûches. Atteinte de dyslexie, un trouble mal compris dans les années 1950, Mireille peine à déchiffrer les mots. Les lettres dansent devant ses yeux, se mélangent, refusant de former des phrases cohérentes. Ses professeurs, débordés dans des classes surpeuplées, manquent de patience. « Mireille, tu ne fais aucun effort », lui reproche mademoiselle Dubois, une institutrice sévère, en lui tendant un cahier taché de ratures. Les punitions sont fréquentes, recopier des lignes jusqu'à ce que ses doigts soient noirs d'encre, rester debout face au mur, ou nettoyer le tableau sous les regards moqueurs des autres élèves. Mireille, humiliée, se sent différente, incomprise. Un jour, à 9 ans, elle rentre en pleurs, son cahier froissé dans les mains. « Maman, je suis nulle, je n'y arrive pas », sanglote-t-elle. Marcelle Sophie la prend dans ses bras, caressant ses cheveux. « Tu n'es pas nulle, ma chérie. Tu as une voix, et ça, personne ne peut te l'enlever. » Ces paroles, simples mais puissantes, redonnent du courage à Mireille, mais l'école reste une épreuve. À 14 ans, elle décide de quitter les bancs de la classe, sans diplôme, pour aider sa famille. « Je ne pouvais plus supporter les regards des autres », confiera-t-elle des décennies plus tard, le regard voilé par le souvenir. À 78 ans, Mireille Mathieu incarne un équilibre rare entre la gloire mondiale et une simplicité ancrée dans ses racines provençales, une vie de discipline rigoureuse ponctuée de paradoxes fascinants qui révèlent une femme à la fois étoile et profondément humaine. Derrière l'icône qui a conquis les scènes de l'Olympia à Pékin, elle mène une existence marquée par des rituels quotidiens, des passions inattendues et une fidélité indéfectible à sa famille et à son public. Partagée entre son élégant hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine et la maison familiale d'Avignon, elle cultive un jardin secret, un espace intime où se mêlent foi, souvenirs et une solitude choisie. Ce chapitre plonge dans la vie personnelle de Mireille, explorant ses routines, ses contradictions de son amour pour la vitesse de la Formule 1 à sa collection de tortues symbolisant la lenteur, sa spiritualité, son célibat et les rumeurs qui ont entouré sa vie amoureuse, révélant une femme qui a fait de son public sa plus grande histoire d'amour.
Chaque matin, Mireille se réveille à 7 heures dans son hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine, une demeure raffinée où elle vit avec sa sœur Monique, sa confidente de toujours. La maison, avec ses lustres en cristal, ses meubles en acajou et son jardin soigneusement entretenu, est un havre de paix qui reflète son goût pour l'élégance discrète. Elle commence sa journée par un rituel immuable, un verre d'eau fraîche, suivi d'un petit déjeuner frugal partagé avec Monique. Sur la table en bois massif de la salle à manger, peinte en rouge vif, trônent des tartines au miel, un yaourt nature et une assiette de légumes frais. Mon métier est un sport, explique-t-elle à un journaliste en 2020, soulignant l'importance de préserver sa voix et sa santé. Cette discipline, héritée de son enfance modeste, guide chaque aspect de sa vie. Après le petit déjeuner, elle participe aux tâches ménagères, une habitude qui surprend ceux qui associent son nom à la grandeur des scènes internationales. Armée d'un chiffon et de produits traditionnels comme le vinaigre ou le bicarbonate de soude, elle nettoie les sols ou dépoussière les étagères aux côtés de Monique. Cela me ramène à Avignon, à ma mère, confie-t-elle, un sourire doux aux lèvres, se souvenant des jours où elle aidait Marcel Sophie dans leur maison exiguë. Ces moments de simplicité contrastent avec ses passions inattendues. Mireille est une fervente admiratrice de la Formule 1, une passion qui détonne avec son image de chanteuse romantique. Elle assiste régulièrement au Grand Prix de Magny-Cours, où elle côtoie des pilotes comme Michael Schumacher, pour qui elle chante en allemand lors d'une réception pour l'équipe Ferrari. La vitesse, c'est comme la musique, ça fait vibrer le cœur, dit-elle à un mécanicien de l'écurie, les yeux brillants d'excitation. En 2008, elle rend hommage à Schumacher après son accident, confiant à un journaliste, « Je pense souvent à Michael. Il avait une flamme, comme moi. » Pourtant, paradoxalement, elle ne conduit pas. Sa dyslexie, qui lui fait confondre la gauche et la droite, et un accident de voiture traumatisant en 1968, où elle échappe de justesse à un ravin, l'ont rendue méfiante des véhicules. « Je préfère marcher ou laisser quelqu'un d'autre conduire », admet-elle, riant de sa propre contradiction. Une autre facette de ce paradoxe est sa collection de figurines de tortues, offertes par des fans du monde entier. Ces petits objets, disposés sur une étagère dans son salon, symbolisent la longévité et la sérénité, des valeurs qu'elle chérit. Lors d'une tournée au Japon en 1995, une jeune admiratrice lui offre une tortue en céramique peinte à la main. « Elle m'a dit, c'est pour vous porter chance », raconte Mireille, caressant la figurine des années plus tard. Cette passion pour la lenteur contraste avec son amour de la vitesse, mais elle y voit une harmonie. Les tortues avancent à leur rythme, comme moi dans ma carrière, explique-t-elle, un sourire malicieux aux lèvres. Sa foi catholique est un pilier central de sa vie. Depuis le décès de sa mère, Marcel Sophie, en 2006, Mireille pratique des rituels spirituels qui l'ancrent dans ses souvenirs. Chaque soir, dans la quiétude de sa chambre à Avignon, elle s'agenouille près de son lit, un chapelet entre les doigts, parle à sa mère. C'est comme une prière à la Vierge Marie, confie-t-elle dans un documentaire de 2023, décrivant ces moments où elle partage ses joies et ses angoisses avec l'esprit de Marcel Sophie. Ces conversations, à mi-chemin entre prière et confession, l'apaisent. « Maman est toujours là, quelque part », murmure-t-elle, les yeux levés vers une photo de sa mère encadrée sur sa table de nuit. Cette spiritualité, discrète mais profonde, guide ses journées, lui offrant un refuge face à la pression de la célébrité. À 78 ans, Mireille Mathieu incarne un équilibre rare entre la gloire mondiale et une simplicité ancrée dans ses racines provençales, une vie de discipline rigoureuse ponctuée de paradoxes fascinants qui révèlent une femme à la fois étoile et profondément humaine. Derrière l'icône qui a conquis les scènes de l'Olympia à Pékin, elle mène une existence marquée par des rituels quotidiens, des passions inattendues et une fidélité indéfectible à sa famille et à son public. Partagée entre son élégant hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine et la maison familiale d'Avignon, elle cultive un jardin secret, un espace intime où se mêlent foi, souvenirs et une solitude choisie. Ce chapitre plonge dans la vie personnelle de Mireille, explorant ses routines, ses contradictions de son amour pour la vitesse de la Formule 1 à sa collection de tortues symbolisant la lenteur, sa spiritualité, son célibat et les rumeurs qui ont entouré sa vie amoureuse, révélant une femme qui a fait de son public sa plus grande histoire d'amour. Chaque matin, Mireille se réveille à 7 heures dans son hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine, une demeure raffinée où elle vit avec sa sœur Monique, sa confidente de toujours. La maison, avec ses lustres en cristal, ses meubles en acajou et son jardin soigneusement entretenu, est un havre de paix qui reflète son goût pour l'élégance discrète. Elle commence sa journée par un rituel immuable, un verre d'eau fraîche, suivi d'un petit déjeuner frugal partagé avec Monique. Sur la table en bois massif de la salle à manger, peinte en rouge vif,
trônent des tartines au miel, un yaourt nature et une assiette de légumes frais. Mon métier est un sport, explique-t-elle à un journaliste en 2020, soulignant l'importance de préserver sa voix et sa santé. Cette discipline, héritée de son enfance modeste, guide chaque aspect de sa vie. Après le petit déjeuner, elle participe aux tâches ménagères, une habitude qui surprend ceux qui associent son nom à la grandeur des scènes internationales. Armée d'un chiffon et de produits traditionnels comme le vinaigre ou le bicarbonate de soude, elle nettoie les sols ou dépoussière les étagères aux côtés de Monique. Cela me ramène à Avignon, à ma mère, confie-t-elle, un sourire doux aux lèvres, se souvenant des jours où elle aidait Marcel Sophie dans leur maison exiguë. Ces moments de simplicité contrastent avec ses passions inattendues. Mireille est une fervente admiratrice de la Formule 1, une passion qui détonne avec son image de chanteuse romantique. Elle assiste régulièrement au Grand Prix de Magny-Cours, où elle côtoie des pilotes comme Michael Schumacher, pour qui elle chante en allemand lors d'une réception pour l'équipe Ferrari. La vitesse, c'est comme la musique, ça fait vibrer le cœur, dit-elle à un mécanicien de l'écurie, les yeux brillants d'excitation. En 2008, elle rend hommage à Schumacher après son accident, confiant à un journaliste, « Je pense souvent à Michael. Il avait une flamme, comme moi. » Pourtant, paradoxalement, elle ne conduit pas. Sa dyslexie, qui lui fait confondre la gauche et la droite, et un accident de voiture traumatisant en 1968, où elle échappe de justesse à un ravin, l'ont rendue méfiante des véhicules. « Je préfère marcher ou laisser quelqu'un d'autre conduire », admet-elle, riant de sa propre contradiction. Une autre facette de ce paradoxe est sa collection de figurines de tortues, offertes par des fans du monde entier. Ces petits objets, disposés sur une étagère dans son salon, symbolisent la longévité et la sérénité, des valeurs qu'elle chérit. Lors d'une tournée au Japon en 1995, une jeune admiratrice lui offre une tortue en céramique peinte à la main. « Elle m'a dit, c'est pour vous porter chance », raconte Mireille, caressant la figurine des années plus tard. Cette passion pour la lenteur contraste avec son amour de la vitesse, mais elle y voit une harmonie. Les tortues avancent à leur rythme, comme moi dans ma carrière, explique-t-elle, un sourire malicieux aux lèvres. Sa foi catholique est un pilier central de sa vie. Depuis le décès de sa mère, Marcel Sophie, en 2006, Mireille pratique des rituels spirituels qui l'ancrent dans ses souvenirs. Chaque soir, dans la quiétude de sa chambre à Avignon, elle s'agenouille près de son lit, un chapelet entre les doigts, parle à sa mère. C'est comme une prière à la Vierge Marie, confie-t-elle dans un documentaire de 2023, décrivant ces moments où elle partage ses joies et ses angoisses avec l'esprit de Marcel Sophie. Ces conversations, à mi-chemin entre prière et confession, l'apaisent. « Maman est toujours là, quelque part », murmure-t-elle, les yeux levés vers une photo de sa mère encadrée sur sa table de nuit. Cette spiritualité, discrète mais profonde, guide ses journées, lui offrant un refuge face à la pression de la célébrité. Mireille n'a jamais été mariée et n'a pas d'enfant, un choix qui intrigue ses fans. « Ma vie privée est un jardin secret », déclare-t-elle au Figaro en 2014, une phrase qu'elle répète souvent pour protéger son intimité. Ce célibat, loin d'être un sacrifice, semble être une décision consciente, enracinée dans son passé. Ayant grandi dans une famille de 14 enfants, elle a vu sa mère se dévouer sans relâche pour élever ses frères et sœurs. Peut-être, inconsciemment, je n'ai pas voulu revivre ce labeur, admet-elle dans une interview, sa voix teintée de réflexion. Sa carrière, avec ses tournées internationales, ses enregistrements en 9 langues et son emploi du temps implacable, laissait peu de place à une vie familiale traditionnelle. Pourtant, les rumeurs sur sa vie amoureuse ont toujours alimenté les tabloïds. La plus persistante concerne Johnny Stark, son impresario, qu'il a découverte en 1965 et propulsé vers la gloire. Leur relation, professionnelle mais empreinte d'une intimité émotionnelle, a suscité des spéculations. « Il était comme un second père », dira-t-elle à Le Monde en 2018, écartant les rumeurs d'une romance tout en reconnaissant l'impact de Stark. « Il était exigeant, parfois dur, mais je lui dois tout. » Une anecdote révélatrice concerne Jean-Pierre Foucault, l'animateur français, avec qui Stark aurait orchestré une fausse romance dans les années 1970 pour détourner l'attention des médias. Lors d'une émission de radio en 2000, Foucault s'en amuse, Johnny avait tout prévu. C'était du show business à l'ancienne, mais ça a marché. Mireille, interrogée sur le sujet, rit doucement. C'était une époque où tout était possible pour vendre des disques. Une autre rumeur, plus sérieuse, évoque une brève fiançaille dans les années 1980. Dans un documentaire de 2023, elle confie « J'ai été fiancée, une semaine seulement. Il voulait que j'arrête de chanter. C'était impossible.
Ce choix illustre son dévouement absolu à sa carrière, un amour qu'elle place au-dessus de tout. Pour Mireille, son public est sa véritable famille. C'est le public qui fait l'artiste, déclare-t-elle lors d'un concert au Québec en 2024, alors qu'elle prépare un retour sur scène. Je chante pour ceux qui m'aiment. Cette relation, tissée sur 6 décennies, remplit le vide laissé par l'absence d'une famille traditionnelle. À Avignon, dans la maison familiale où elle retourne régulièrement, elle partage des repas provençaux avec ses frères, sœurs et neveux. La maison, modeste mais chaleureuse, est un sanctuaire de souvenirs. Ici, je suis juste Mireille, pas la star, dit-elle à sa sœur Béatrice, en épluchant des légumes pour une ratatouille. Ces moments, simples et précieux, la relient à son passé. Sa routine quotidienne reflète cette simplicité. Après ses tâches ménagères, Mireille pratique des exercices physiques doux pour entretenir sa santé, suivis d'échauffements vocaux. Elle répète des chansons de son répertoire, mais aussi des titres modernes, comme ceux de Queen ou de Christophe Maé, pour garder sa voix agile. La voix, c'est un instrument qu'il faut chérir, explique-t-elle à Monique, qui l'écoute avec admiration. L'après-midi, elle s'accorde un moment de détente devant la télévision, regardant des émissions comme les 12 coups de midi ou des chiffres et des lettres. Ces programmes, populaires et familiers, lui offrent un sentiment de normalité, un lien avec le monde au-delà de la scène. À Paris, elle fréquente l'hôtel Bristol où elle a sa table attitrée. Les serveurs, qui la connaissent depuis des décennies, l'accueillent avec une rose, un geste qu'elle apprécie profondément. Parfois, elle improvise une chanson pour les clients, qu'il s'agisse de dignitaires étrangers ou de jeunes mariés. C'est ma façon de dire merci, dit-elle, son sourire illuminant la salle. Ces instants spontanés révèlent une femme qui, malgré sa gloire, reste accessible et généreuse. Mireille est aussi une femme de contradiction. Sa peur des avions, qu'elle confesse avec une pointe d'autodérision, contraste avec ses tournées mondiales. Je suis tellement nerveuse en vol que je ne peux ni lire ni dormir, avoue-t-elle. Alors, je bois de l'eau et je regarde les étoiles par le hublot. Pourtant, cette peur ne l'a jamais empêchée de parcourir le globe, de Moscou à Tokyo. Sa discipline, presque monacale, la pousse à éviter l'alcool et les sorties nocturnes, mais elle s'autorise de rares écarts, comme un verre de vin rouge lors d'un dîner familial à Avignon. La vie, c'est l'équilibre, dit-elle à sa sœur Monique, levant son verre avec un clin d'œil. Sa maison, que ce soit à Neuilly ou à Avignon, est le reflet de cette discipline. Dans son salon parisien, un piano trône au centre, entouré de classeurs de partitions, de lettres de fans, et de cadeaux accumulés au fil des décennies. Chaque objet raconte une histoire, une statuette offerte par un admirateur russe, un dessin d'enfant envoyé du Canada, une médaille remise par un chef d'État. Ces trésors, soigneusement rangés, sont les témoins d'une vie dédiée à la musique et à ceux qui l'aiment. La lumière des projecteurs de l'Olympia, en 1965, marque le début d'un voyage extraordinaire pour Mireille Mathieu, une jeune femme d'Avignon dont la voix puissante et le charisme brut captivent un public parisien exigeant. À seulement 19 ans, elle se tient sur cette scène légendaire, transformant un rêve d'enfance en une réalité éclatante. Sous la tutelage de Johnny Stark, un impresario au flair inégalé, elle forge une carrière qui transcende les frontières, portant ses chansons dans 9 langues à travers l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'ex-Union soviétique. Ce chapitre explore l'odyssée internationale de Mireille, de ses premiers pas à Paris à ses triomphes à Las Vegas, Moscou et Pékin, où elle devient une icône universelle tout en restant ancrée dans son identité provençale. La victoire de Mireille à Jeux de la Chance en 1965 est un tournant. Ce concours télévisé, regardé par des millions de Français, propulse des talents anonymes sous les feux de la rampe. Lorsqu'elle chante, sa voix, à la fois douce et puissante, semble arrêter le temps. Elle évoque l'émotion brute d'Édith Piaf, mais avec une clarté et une maîtrise qui lui sont propres. Elle ne copie pas, elle crée, murmure un producteur en coulisses, les yeux rivés sur la jeune femme. Cette performance lui ouvre les portes de l'Olympia, le temple de la musique française, où elle se produit pour la première fois devant une salle comble. Vêtue d'une robe noire sobre mais élégante, Mireille chante avec une intensité qui fait frissonner le public. Les spectateurs, d'abord curieux de découvrir celle que la presse surnomme la Piaf d'Avignon, se lèvent pour l'applaudir, transportés par son émotion. En coulisses, Johnny Stark, un homme au charisme imposant et à l'exigence presque militaire, l'observe avec un sourire satisfait. « Tu es prête pour le monde, ma petite » lui dit-il après le spectacle, posant une main ferme sur son épaule. Stark devient l'architecte de sa carrière, lui enseignant l'art de la scène, une posture droite, un regard qui accroche chaque spectateur, une respiration qui soutient chaque note. «
Tu ne chantes pas pour toi, tu chantes pour eux, répète-t-il, faisant du public une entité sacrée. En 1966, Mireille enregistre son premier album, en direct de l'Olympia, un disque qui capture l'énergie brute de ses performances. Collaborant avec le chef d'orchestre Paul Moria et le parolier André Pascal, elle façonne un répertoire qui marie le romantisme français à des mélodies universelles. Lors d'une répétition dans un studio parisien, elle confie à Moria « Je veux chanter pour tout le monde, pas seulement pour la France ». Moria, un musicien visionnaire aux lunettes rondes, hoche la tête et ajuste les arrangements pour mettre en valeur la clarté de sa voix. André Pascal, avec sa plume poétique, traduit ses émotions en paroles qui touchent le cœur. « Tes chansons doivent parler d'amour, de rêve, de vérité », lui dit-il, griffonnant des vers sur un carnet. Le disque est un triomphe, se vendant à des milliers d'exemplaires en France et au-delà. Les critiques saluent son authenticité, et les fans, de Paris à Marseille, fredonnent ses chansons dans les cafés et les ruelles, faisant d'elle une étoile montante. Johnny Stark, cependant, voit plus grand. Il rêve de faire de Mireille une star mondiale, une ambition audacieuse pour une jeune femme issue d'un milieu modeste. En 1967, il organise sa première tournée à l'étranger, direction Londres. Le public britannique, habitué à la vague pop des Beatles et des Rolling Stones, est d'abord sceptique face à cette chanteuse française. Mais lorsqu'elle monte sur la scène du Palladium, vêtue d'une robe bleu nuit, sa voix transcende les barrières linguistiques. Elle chante « Mon credo », une ballade puissante, et la salle, d'abord silencieuse, éclate en applaudissements. « I didn't understand a word, but I felt every note », écrit un critique du Times le lendemain, capturant l'essence de son pouvoir. Cette performance marque le début d'une série de tournées européennes. À Berlin, elle apprend l'allemand avec une discipline de fer, répétant des heures avec un professeur pour maîtriser les sonorités gutturales. Guten Abend, Berlin, lance-t-elle en ouvrant son concert, provoquant des sourires dans la foule. À Madrid, ses chansons en espagnol, comme Una Mujer, font vibrer un public passionné. À Rome, ses interprétations en italien, empreintes de romantisme, émeuvent les spectateurs. C'était épuisant, mais je voulais que chaque mot sonne juste, confiera-t-elle des années plus tard, se souvenant des nuits passées à mémoriser des paroles dans des langues étrangères. L'Amérique représente un défi encore plus grand. En 1968, Stark organise une série de concerts à Las Vegas, un pari risqué pour une chanteuse française peu connue outre-Atlantique. Mireille se produit au César Palace, partageant l'affiche avec des légendes comme Frank Sinatra et Dean Martin. La veille de son premier spectacle, elle est rongée par le trac. Dans sa loge, entourée de costumes scintillants, elle confie à Stark « Ils sont des géants, Johnny. Et moi, je suis juste une fille d'Avignon. » Il la regarde droit dans les yeux, son visage sévère adouci par un sourire. « Tu es Mireille Mathieu, et ta voix va conquérir le monde. » Lorsqu'elle entre sur scène, dans une robe argentée qui capte la lumière, le public américain, habitué aux stars hollywoodiennes, retient son souffle. Sa version de « Mon credo » hypnotise la salle, et Sinatra, présent dans le public, se lève pour l'applaudir. Après le spectacle, il s'approche d'elle en coulisses. « Kid, you've a good soul », lui dit-il avec un clin d'œil, une phrase qu'elle chérira toute sa vie. Ce moment consacre son statut de star internationale, une Française capable de rivaliser avec les plus grands. À 78 ans, Mireille Mathieu, icône d'Avignon, laisse un héritage de 200 millions de disques et une voix unissant les cœurs. Fidèle à ses racines, elle chante encore, libre et authentique. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez pour célébrer cette légende intemporelle.